Madame, Monsieur, bonsoir. Des températures en forte baisse. Il fera jusqu'à moins 7 degrés dans certaines régions du Royaume. Dans un bulletin spécial, la direction de la météorologie nationale place plusieurs provinces en vigilance orange. Le thermomètre devra osciller entre moins 7 et moins 2 degrés. Sont notamment concernées par ce grand froid les provinces d'El Haouz, Azelal, Boulmen, Figuig, Ifren, Jrada, Midl, Taourirt et Tinrir. Des conditions anticycloniques qui risquent de se poursuivre au moins jusqu'au mercredi 9 janvier. La baisse des températures qui nous rappelle que l'hiver est bel et bien là et les journées qui viennent seront encore plus froides, à en croire les prévisions. Ce matin à Casablanca, il faisait 8 degrés, des conditions météo qui ne sont pas faciles, surtout pour ceux qui travaillent en extérieur comme les ouvriers. Les élèves sont aussi frappés de plein fouet par cette vague de froid. Reportage d'Aoud Alouane et Saïd Benzizou, le récit est de Amina Mkhalq. 8 degrés, c'est ce qu'affichent les thermomètres à 8h30 du matin, l'heure du premier cours de la journée pour ces élèves d'une école primaire de Casablanca. Une autre matinée bien froide, voire pénible pour ces enfants. Nous arrivons difficilement à sortir de nos maisons en cette période de grand froid. Ce temps est dur à supporter, surtout le matin. Même souci pour ces ouvriers. Avant de démarrer une longue journée de labeur, ils se regroupent devant leur lieu de travail, des bols de soupe entre les mains. Une petite routine qui se sont imposées pour se tenir au chaud en attendant des températures plus clémentes. Il fait trop froid, nous sommes gelés. Je pense que c'est normal qu'il fasse autant froid quand la pluie se fait rare. Et les pluies ne sont toujours pas à l'horizon, selon la direction de la météorologie nationale. Elle précise en revanche que les températures continueront à baisser d'ici 48 heures, notamment à Casablanca, où il fera entre 0 et 3 degrés le matin et le soir. La vague de froid et son impact sur les régions reculées, c'était le thème principal débattu ce lundi devant la Chambre des représentants dans le cadre de la séance mensuelle consacrée à la politique générale de l'exécutif. C'est le premier grand oral du chef du gouvernement, Saïd El Athmani, devant les députés. En ce début de 2019, lors de cette séance, les députés ont également interrogé le chef du gouvernement sur deux autres sujets, à savoir le pouvoir d'achat des citoyens et la stratégie sectorielle du gouvernement dans les domaines socio-économiques. Je vous le disais en titre, la Guinée-Bissau souhaite profiter de l'expérience du Maroc dans le domaine agricole. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural de la République de Guinée-Bissau est en visite dans le royaume. Nicolo dos Santos, qui est à la tête d'une importante délégation, a été reçu par son homologue Aziz Ernouch. Il a mis en avant la richesse de son pays qui regorge de potentialités agricoles mais qui reste parfois sous-utilisée. Reportage Jihen Doublali, Mustafa Saïdouni, commentaire Mehdi Soufiane. En Guinée-Bissau, l'agriculture représente 80% des emplois et 60% du produit intérieur brut. C'est pour développer ce secteur clé de son économie que le gouvernement bissau-guinéen affirme vouloir tirer profit de l'expérience marocaine dans ce secteur. C'est un pays en termes agricoles très fort, avec une expérience très élargie. Mais nous, on a la chance de pouvoir profiter de cette expérience. Lors de la visite de Sa Majesté le Roi Mohamed VI en Guinée-Bissau en mai 2015, 16 accords de coopération avaient été signés. Un partenariat agricole entre le Maroc et la Guinée-Bissau avait également été lancé pour partager l'expérience du plan Maroc vert dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Le rôle de la FAO est de faciliter les échanges d'expériences, les connaissances, et c'est vraiment une des valeurs ajoutées de notre organisation dans le domaine de l'agriculture. En Guinée-Bissau, le riz est l'une des principales cultures agricoles du pays, qui est également l'un des principaux exportateurs mondiaux de noix de cajou. Les investissements en exploration pétrolière ont atteint en 2018 près d'1,5 milliard de dirhams, donc plus de 30,51 millions pour l'Office national des hydrocarbures et des mines. Des chiffres dévoilés ce matin à Rabat lors de la 15e session du conseil d'administration de l'Office sous la présidence du ministre de l'Énergie, des Mines et du Développement durable, Aziz Rbeh. Nous ouvrons la page internationale avec le Gabon où le calme est revenu et la situation est sous contrôle. Les militaires gabonais qui ont pris d'assaut ce matin le siège de la radio d'État et diffusé un message appelant à un soulèvement ont été arrêtés. Selon le gouvernement, 2 membres du commando ont été tués et les otages retenus dans le bâtiment de la radio de Libreville libérés. Le point avec Amina Mkhalq.
Un calme apparent dans les rues de Libreville au lendemain d'une nuit mouvementée. Tout a commencé lorsque des militaires ont pris d'assaut le siège de la radio d'État pour diffuser un message appelant au soulèvement, comme le montrent ces images relayées sur les réseaux sociaux. Les forces gouvernementales ont alors pris les choses en main et se sont rendues sur place pour maîtriser la situation, ce qui a permis en quelques minutes seulement de mettre en échec ce coup de force. Suite à ces événements, le gouvernement gabonais a tenu une réunion d'urgence pour évaluer la situation. Le porte-parole de l'exécutif a alors annoncé que les militaires auteurs de ces tentatives de coup de force ont été maîtrisés et arrêtés, soulignant que la situation était désormais sous contrôle. Le gouvernement a également révélé que les instigateurs de ce mouvement de mutinerie étaient au nombre de 8, dont 2 ont été tués, 5 autres arrêtés et un dernier activement recherché. La publication des résultats de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo a été reportée. Les Congolais attendent toujours de connaître le successeur du président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 18 ans. La commission électorale disposait d'une semaine après le vote pour annoncer les résultats provisoires de l'élection générale du 30 décembre. Mais le président de la commission électorale nationale indépendante a affirmé qu'à peine un peu plus de la moitié, 53% des plis des bureaux de vote du pays ont été compilés. Plus de 800 manifestants arrêtés au Soudan depuis le début des protestations anti-gouvernementales déclenchées par la hausse des prix. Un premier rassemblement de soutien au régime du président Omar al-Bashir a eu lieu ce lundi. En plein marasme économique, le Soudan est en proie depuis le 19 décembre à un mouvement de contestation provoqué par la hausse du prix du pain et les pénuries. Le prix de certains produits comme les médicaments ont plus que doublé et plusieurs villes dont Khartoum souffrent de pénuries de pain et de carburant. Avant de refermer cette page internationale, un mot sur les travaux de la 5e commission mixte maroco-omanaise, une réunion présidée pour la première fois par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Nasser Bourita a de son côté indiqué que les échanges commerciaux bilatéraux se sont hissés de 157% ces 5 dernières années, passant de 207 millions de dirhams à 532 millions de dirhams. Il a également rappelé le lancement en juillet dernier d'une ligne aérienne directe entre Mascate et Casablanca, espérant que les flux commerciaux et touristiques entre les deux pays deviennent plus fluides à la faveur de cette initiative. Cette année, les ouvrières agricoles marocaines seront plus nombreuses à se rendre dans la région de Huelva pour la cueillette des fraises et des fruits rouges. 19 179 saisonnières seront embauchées. La sélection se fera entre le 17 et le 19 janvier. Les opérations d'inscription se poursuivent dans les différentes régions du royaume. Exemple à Agadir avec ce reportage de Hussein Ouzik et Rafiq Agomad. Le récit est de Sarah Jabri. Elles s'empressent de rejoindre l'agence ANAPEC la plus proche pour déposer leur dossier de candidature. Ces 3 ouvrières agricoles dans la région de Chouka Aïtbaha souhaitent travailler dans les champs de fraises espagnols pour améliorer leurs conditions sociales. J'aimerais moi aussi travailler en Espagne. J'ai eu de bons retours de la part de personnes ayant déjà travaillé là-bas. J'ai 2 enfants à charge. On nous a dit que les conditions de travail étaient meilleures, en plus d'un bon salaire. J'ai déposé mon dossier et j'espère être retenue. Pour être retenues, les femmes doivent être mariées et avoir des enfants mineurs à leur charge. Une fois recrutées, elles recevront un salaire de 37 € par jour, soit approximativement 400 dirhams, avec transport et logement pris en charge par les employeurs. Ce qui est nouveau cette année, c'est que les travailleuses vont pouvoir construire leur projet de vie. D'ailleurs, l'ANAPEC s'engage à les aider pour démarrer des petits projets une fois rentrée d'Espagne. Les opérations d'inscription et de présélection se poursuivent jusqu'au 19 janvier dans toutes les régions du royaume. À terme, quelques 19 179 ouvrières agricoles seront envoyées en Espagne, dans 7 500 nouvellement recrutées.
C'est une vidéo qui a fait le tour de la toile ce week-end, d'une séquence relatant un différend entre un enseignant et deux élèves qui dégénèrent en violent accrochage dans une salle de classe. La direction régionale du ministère de l'Éducation nationale a publié un communiqué dans lequel elle apporte des précisions. Les faits remontent au 2 janvier 2019 dans un lycée relevant de la direction régionale de Qlet Srerna. Dans sa mise au point, le ministère dénonce, je cite, un acte anti-pédagogique de la part de l'enseignant en question et précise que les deux parties ont opté pour la réconciliation. Reportage de Hassan Houben et Adil Bouskri, le commentaire est de Mehdi Soufiane. C'est dans cette salle de classe qu'a eu lieu un incident entre un enseignant et deux élèves. La vidéo de la scène a été largement relayée sur les réseaux sociaux. Un incident survenu le 2 janvier au lycée Rahal El Farouk dans la commune de la Taouia. La vidéo a été vue dans tout le pays, mais il faut savoir que dans ce lycée, les valeurs fondamentales sont celles de la fraternité et du respect entre les élèves et le personnel enseignant. Les élèves doivent respecter l'enseignant. Il faut respecter aussi son expérience et son savoir. Cet incident a eu lieu mercredi 2 janvier. C'est un fait isolé qui ne reflète pas la réalité des activités pédagogiques et culturelles de cet établissement et du rôle du personnel enseignant. Le ministère de l'Éducation nationale précise que toutes les mesures nécessaires ont été prises suite à l'incident et qu'une réconciliation a eu lieu entre les deux parties en présence des parents d'élèves. Nous avons discuté avec les deux élèves et avec l'enseignant. Cela s'est passé très simplement. Les parents d'élèves étaient présents. Tous ensemble, nous avons discuté dans une bonne ambiance. Le problème a été résolu et nous avons été surpris de voir la vidéo sur les réseaux sociaux. Dans son communiqué, le ministère de l'Éducation nationale appelle l'ensemble des acteurs de la vie scolaire à une mobilisation sociétale pour réaffirmer les principes du comportement civique. Direction Marrakech qui s'est doté du premier centre de tri et de valorisation des déchets ménagers et assimilés, le plus grand de son genre au niveau national. Ce centre permettra de redonner une seconde vie aux déchets collectés sur la ville de Marrakech et 13 communes avoisinantes, soit les déchets produits par plus d'1 million d'habitants. Reportage Izzaj Sharqi et Adil Bouskri. En moyenne, 700 tonnes de déchets ménagers vont être traités quotidiennement dans cette nouvelle unité de tri. Située au sein du centre d'élimination et de valorisation de la commune de Mnabha à Marrakech, ce projet a nécessité un investissement de 63 millions de dirhams. La valorisation consiste en la valorisation de 8% environ de matières recyclables, 10% de valorisation de matières combustibles, une autre partie de matières valorisables, c'est le compost. On va environ utiliser 20% des déchets qui vont venir ici. La ville ainsi que le ministère de l'Environnement ont participé à ce projet à hauteur de 40 millions de dirhams. L'entreprise retenue pour la gestion de cette unité a débuté les opérations de tri et de valorisation. D'une superficie globale de 180 hectares, ce centre de tri permettra de redonner une seconde vie aux déchets collectés sur la ville de Marrakech et 13 communes avoisinantes, soit les déchets produits par plus d'1 million d'habitants. Nous démontrons aujourd'hui que les déchets sont en réalité de l'or pour les Marocains. Il faut donc que chacun d'entre nous traite ce nouvel or à sa juste valeur. L'unité ambitionne de traiter plus de 500 000 tonnes de déchets par an à l'horizon 2029. En plus de son impact positif sur l'environnement, le nouveau centre de tri de Marrakech a permis la création d'une quarantaine d'emplois directs. Nous terminons avec de la poésie qui est une langue universelle souvent méconnue par les élèves. La découvrir peut aider les jeunes à développer leur dimension intérieure. C'est pourquoi cette initiative qui a pour objectif de valoriser la place de la poésie a été organisée à Meknès. Un concours organisé dans le cadre du premier forum dédié à l'enfance. Un événement qui a réuni plus de 700 élèves qui ont pu exprimer leur talent. Reportage Sarah Jabri et Ala Abdelhamini. Du haut de ses 14 ans, Mouad est un passionné d'écriture, un talent qui lui a valu de représenter son école au premier forum de l'enfance à Meknès. Il a écrit un texte poétique spécialement pour l'occasion.
Je me suis trouvé une passion pour l'écriture à l'âge de 9 ans. J'ai eu la chance d'avoir un proche qui écrivait des poèmes et des nouvelles. Et je me suis mis à écrire moi aussi. Quelques 700 élèves, issus d'une vingtaine d'établissements scolaires, publics et privés à Meknes, ont pris part à cette manifestation culturelle. Âgés de 7 à 16 ans, les participants se sont illustrés dans le genre littéraire de leur choix, entre poésie, nouvelles et théâtre. Durant une semaine, nous avons sélectionné les meilleurs de chaque établissement. Notre but était de les encourager à exprimer leur talent. Cette initiative est très louable, les jeunes sont talentueux et ont besoin de s'exprimer. Et je suis très heureux d'avoir été sélectionné. J'ai écrit un texte sur les droits de l'enfant, comme le droit à l'éducation ou encore le droit de jouer. Plus qu'une simple compétition, le Forum de l'enfance est avant tout un événement éducatif qui a pour ambition d'inculquer les valeurs d'une citoyenneté responsable aux générations montantes. Pour terminer cette édition, ce record de précocité, une jeune japonaise âgée de 9 ans va devenir la plus jeune joueuse professionnelle de Go de l'histoire. Sumira Nakamura commencera sa carrière le 1er avril prochain. Cette jeune prodige a commencé à jouer au Go à 3 ans. Le Go est le plus ancien jeu de stratégie connu, créé en Chine il y a quasiment 2500 ans. Il est pratiqué par environ 20 millions de personnes, principalement en Chine, au Japon et en Corée du Sud. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, des températures en forte baisse. Il fera jusqu'à -7 degrés dans certaines régions du royaume. Dans un bulletin spécial, la direction de la météorologie nationale place plusieurs provinces en vigilance orange où le thermomètre